Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci beaucoup de vous connecter pour participer au webinaire. N'hésitez pas à me confirmer dans le chat que vous entendez bien, que vous me voyez, et puis pareil quand je présenterai, quand j'utiliserai la présentation, à me confirmer que tout marche correctement pour vous, que vous êtes dans les bonnes conditions. Je vais encore patienter juste 1 ou 2 minutes avant de démarrer le webinaire, de lancer la présentation. Ouais. Et donc, pour ceux qui se connectent, vous êtes automatiquement mute, ça veut dire en sourdine. Donc, vous pourrez vous enlever la sourdine au moment des questions, mais je le rappellerai. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Merci pour les confirmations, que tout est OK. Super. Donc, je vais commencer le webinaire. Encore une fois, merci à toutes et à tous de vous connecter. J'espère que ce sera un webinaire agréable et puis efficace qui vous apportera des choses pour votre engagement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, Donc, c'est un webinaire sur comment on combine des actions pour réduire le gaspillage alimentaire des consommateurs. Et c'est sur principalement du coup les environnements restauration d'entreprise, restauration scolaire, mais on a aussi quelques actions avec des ménages et un programme qu'on a suivi avec des ménages associés dans les restaurants où on a travaillé. Je vais vous présenter le projet. Avant ça, du coup, je suis Thomas Candéal, je suis responsable de projet pour l'association RAP, qui est une association globale à l'intérieur de laquelle il y a un programme dédié à la réduction du gaspillage alimentaire dans l'hôtellerie et la restauration collective qui s'appelle International Food Waste Coalition. Euh, et voilà, je suis responsable de projet depuis une dizaine d'années maintenant. C'est derrière ma dernière année, c'était aussi mon dernier projet avant une prochaine étape pro. Euh, et donc, je vous parle du projet Combine. Donc, c'est ici l'agenda du webinaire. Alors, on a en gros 2 temps dans ce webinaire. Un premier temps jusqu'à 10 heures, où je vais vraiment présenter le projet avec les résultats et les enseignements principaux pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on a fait et comment, etc. Et dans une deuxième partie, donc celle-là, ce sera vraiment une partie plus de présentation, les objectifs du projet, les résultats, qu'est-ce qu'on apprend. Le but, c'est que voilà, il n'y ait pas de mystère pour vous sur ce qu'on a fait et comment, que vous puissiez bénéficier aussi de retours terrain avec des chiffres et puis des informations qui sont utiles. Et la deuxième partie du projet, donc à partir de, si je me trompe pas, à partir de 10h15. Là, ce sera un petit peu plus comment passer à l'action. Donc, on reviendra sur les actions qui ont été menées sur le projet. On présentera les outils qu'on a utilisés, comment on les a utilisés, et on essaiera de voir un petit peu plus en détail la différence, en gros, entre la partie diagnostic et le résultat de nos actions, en fin de projet, en particulier sur les sites en France. Donc, un restaurant d'entreprise et puis un restaurant
scolaire. Et là, sur la deuxième partie, surtout, n'hésitez pas, ce sera plus interactif si vous le souhaitez, à poser des questions en direct en levant la main et ensuite simplement je vous donne la parole. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre le temps de questions dédié sur la partie 2. Vous pouvez directement soit poster dans le chat, j'essaierai de les prendre, euh, soit lever la main et j'essaierai de vous donner la parole si j'arrive à faire un peu tout en même temps, ce qui n'est pas garanti. Euh, voilà. Donc sur les prises de parole, c'est ce que je viens de vous expliquer. Un partie 1, réservez plutôt vos questions dans le chat et on les adressera sur le temps de questions dédié. On a 10 minutes à la fin de la première partie. C'est euh, il me semble 9h50 et 10h par là. Et sur la deuxième partie, on essaiera d'être un peu plus interactif. Voilà. Donc, sans plus tarder, sauf s'il y a des problèmes techniques ou quoi, mais si c'est clair pour tout le monde et que tout le monde peut entendre et voir le webinaire, je vais commencer dès maintenant sur la partie 1. Euh, la partie 1, je vous rappelle, le but, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que c'est que ce projet Combine. Euh, Et donc, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne pour réduire le gaspillage alimentaire au niveau des consommateurs sur trois environnements, les restaurants d'entreprise, les cantines scolaires et puis chez les ménages. Donc, dans chaque restaurant où Combine a été déployé, on a recruté un groupe de ménages ou de familles pour les scolaires et on a essayé de mener en parallèle du projet dans le restaurant des actions avec les ménages. On a démarré le projet en juin 2024. C'est un projet qui dure 30 mois. Il va se terminer début novembre 2026. Le coût total du projet, c'était environ 565 000 euros. C'était le budget estimé. On va faire les comptes après, mais on devrait être dans les clous. Et donc, ce sont des financements qui viennent voilà, c'est les références du système européen qui a permis Single Market Programme. Voilà, c'est ce système de financement, mécanisme de financement ou programme de financement de la Commission européenne dont on a bénéficié. Évidemment, RAP n'a pas fait ça tout seul. On était les coordinateurs, l'IFWC était le coordinateur un consortium, on appelle ça, avec Inventolab, qui est un cabinet de conseil spécialisé développement durable alimentation en Italie, l'Université Nouvelle de Lisbonne. Euh, Là, c'est un terme finlandais, mais en gros, c'est un groupement comme un- une association de consommateurs, Kulutala-Tilioto, et ça c'est du finlandais, j'ai pas trop travaillé. Et puis Youfik, qui était en support sur toute la partie communication du projet, à la fois pour mettre en avant ce qu'on faisait, valoriser les résultats, etc. Euh, voilà, donc c'est ce consortium-là avec l'IFWC qui était en coordinateur. Euh, donc les sites, je fais le récap rapidement que vous voyez à peu près l'empreinte sur le terrain du projet. Donc en Finlande, on avait un restaurant inter-entreprise qui était impliqué. Il avait recruté 7 ménages dans ce restaurant. En France, on a fait le projet sur un restaurant d'entreprise avec 6 ménages volontaires et une école primaire avec 3 ménages volontaires qui sont toujours en train de faire le programme. Je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Au Portugal, on a un établissement scolaire, donc là c'était vraiment multiniveau, de primaire, collège et il me semble qu'il y avait aussi des lycéens. Ils sont vraiment focalisés sur le service avec les collégiens au restaurant et ils ont recruté 11 ménages. Et en Italie, c'était un collège, mais enfin un petit collège avec
enfin, quelques élèves par classe, et ils ont recruté 3 ménages. Alors, un petit peu plus en détail, les objectifs de Combine, c'est de changer les comportements liés au gaspillage alimentaire pour réduire le gaspillage alimentaire qui est généré par les consommateurs, que ce soit dans les restaurants ou chez eux. Quand je dis restaurant, c'est soit restaurant d'entreprise, soit restaurant scolaire, cantine scolaire. Euh, Parce que très souvent, ce qu'on observe quand on va dans un restaurant scolaire ou d'entreprise, c'est que le geste de jeter la nourriture est un peu une routine de voilà, on a fini le repas, il en reste un peu sur le plateau, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive souvent d'aller dans les restaurants scolaires où c'est les enfants jettent eux-mêmes la nourriture et je voyais que quand ils jetaient eux-mêmes, c'était un peu la norme. À la cantine, ça se passait comme ça. Et donc le but, c'est vraiment d'inverser ça et de faire en sorte que ce soit pas la norme, qu'il y ait vraiment une prise de conscience et surtout qu'il y ait une connaissance de comment on fait pour éviter ce geste-là, de jeter la nourriture. Donc on a appelé le projet Combine parce qu'on a utilisé 2 types de combinaisons. D'abord, différents types d'actions parce que le but d'une action est assez précis, mais très souvent, il n'est pas suffisant pour vraiment changer le comportement et d'autant plus dans la durée. Puisqu'un changement de comportement, il va venir des motivations, il va venir de l'opportunité d'agir, il va venir aussi de la capacité à agir. Donc en anglais, c'est un modèle qui s'appelle MOA, qui résume un peu ça, Motivation, Opportunity, Ability. Donc c'est ce que je viens de dire sur la motivation, l'opportunité et puis la capacité à changer. Donc chaque action qu'on a essayé de combiner sur un restaurant ou avec les ménages, c'était dans cette optique-là, d'agir sur ces 3 thèmes et aussi différents types d'actions, du coup, parce que parfois il faut simplement une petite affiche, parfois c'est un rappel oral, parfois c'est des activités pour comprendre les enjeux liés au gaspillage alimentaire ou discuter, des ateliers de discussion par exemple. Euh, et d'autres canaux de communication. Premier type de combinaison, du coup, différents types d'actions pour vraiment parvenir à changer les comportements. Deuxième type de combinaison, c'est les différents contextes de consommation. C'était en particulier vrai pour les élèves, le fait que euh, ce qu'ils font à la maison, ça va quand même déterminer fortement ce qu'ils vont répliquer en dehors de la maison. L'inverse est peut-être un peu moins vrai. Ce qu'on fait à l'école ne va pas forcément s'appliquer à la maison. Et donc, on s'est dit, si on fait un programme à l'école, ce serait bien qu'il soit renforcé par des gestes aussi à la maison. Alors, on n'a pas pu accompagner tous les élèves chez eux des écoles, ni tous les adultes des restaurants d'entreprise chez eux. On a fait avec comme on pouvait, donc avec des échantillons, enfin des groupes de ménages ou de familles plus réduits. Mais le but, c'était de voir comment ça impactait les changements des comportements, le fait d'être aussi impliqué à la maison. Euh, donc voilà. Tac, je vérifie que je reste un peu dans les temps. Euh, alors, donc pour déployer le projet, on a structuré autour de enfin, il y avait plusieurs phases dans le projet. Dans un premier temps, il a fallu recruter les restaurants et les ménages avec lesquels on allait travailler. Donc, on a commencé par recruter les restaurants, bien sûr, restaurants d'entreprise et restaurants scolaires. C'était un projet qui était financé enfin, cofinancé. Donc, chaque organisation du consortium avait 50% de ses coûts qui étaient financés par l'Union européenne. Euh, et donc, on a fait en sorte que ce soit gratuit pour les restaurants et ménages qui participaient. Mais malgré tout, on a eu quand même des difficultés à recruter les restaurants et les ménages en particulier. En général, sur un restaurant qui fait 100 ou 200 adultes, on avait, oui, 5 volontaires, il fallait relancer, etc. pour avoir plus. L'objectif, c'était 10 par restaurant à chaque fois, mais on n'a pas atteint cet objectif-là parce que on ne pouvait pas donner
d'incitation. Il n'y avait pas de récompense possible dans le cadre de ce projet européen. C'est pas quelque chose qui a été autorisé. Donc ça, c'était un des enseignements sur lequel on reviendra. Après le recrutement, une fois qu'on avait les accords de partenariat, chacun savait le temps qu'il allait dédier, les ressources qu'il allait dédier pour le projet, qu'est-ce qu'on allait en tirer. La phase de diagnostic commençait, donc c'était une phase dont le but c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on gaspille sur ce restaurant ou chez cette famille ou ce ménage. Donc on a fait des mesures du gaspillage alimentaire, c'était des mesures plutôt précises en essayant tant que possible de séparer les parties déchets alimentaires non comestibles, les peaux de banane, les épluchures de légumes, les os, les coquilles d'œufs, etc. Et disons, c'est des déchets alimentaires comestibles. Donc, ce qu'ils auraient pu manger, les surplus, les restes de quoi que ce soit qu'on aurait pu manger. En complément des mesures, il y a toute une série d'outils que je présenterai plus en détail sur la deuxième session pour comprendre les causes et les comportements du gaspillage alimentaire. Donc des enquêtes qu'on a envoyées, des interviews qu'on a faites avec les consommateurs, des observations qu'on a faites sur site. Et donc, le but, c'était d'avoir un profil des gens qui gaspillaient, de comprendre les causes, les comportements liés, de connaître bien le contexte, parce qu'aussi souvent les comportements sont indissociables du contexte dans lequel ils s'opèrent. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on a une compréhension, on sait, admettons que voilà, dans ce restaurant, les enfants ont pas trop la possibilité d'ajuster la portion qu'ils ont dans l'assiette, ou alors dans cette famille, on sait que c'est au moment où il faut manger les restes qu'il y a un hic et les restes sont oubliés au frigo, ou alors ils sont même pas euh, mis de côté, ils sont jetés directement. Une fois qu'on a identifié ça, on sait le grammage. Je reviendrai sur la méthode. On propose des actions, donc on essaie de combiner, donc on utilise un rapport. Une fois qu'on envoie le rapport, eux, ils ont un bilan de leur situation et puis les actions qui peuvent être utiles pour eux. Et à ce moment-là, on valide le plan d'action avec les différentes actions qu'ils vont mettre en place et la période sur laquelle ils vont les mettre en place et comment. Donc là, on accompagnait ensuite les restaurants et les ménages pour déployer les combinaisons qui avaient été validées, les combinaisons d'actions qui avaient été validées. C'était déployé en général entre 2 et 4 semaines, ça dépendait vraiment. C'était fluctuant selon les sites. Voilà. Et on déployait à nouveau tous les outils du diagnostic, les mesures, les interviews, les enquêtes, etc., qu'on avait adaptés aussi pour savoir qu'est-ce qu'on devait évaluer en fonction des actions qu'on avait décidées, etc. Et le but, c'était de faire le bilan. La dernière phase du coup de ce projet-là, c'est une phase qui va démarrer là juillet et qui se terminera en novembre pour vraiment valoriser tous les résultats. Et donc ce webinaire, c'est un exemple des actions qu'on fait pour valoriser le résultat. Et le but, encore une fois, de ce webinaire, c'est que vous compreniez ce qu'on a fait, que vous voyez les outils qu'on a utilisés et que ça puisse inspirer des futures actions ou même répliquer ce projet-là. Voilà. Donc, sur la partie 1, je regarde, parfait. Euh, je vais présenter du coup les résultats et enseignements. Donc là, on est ensemble là-dessus jusqu'à 10 heures. Donc ça va être un petit peu plus concret, mais en restant général. Et je vous ai dit, il y a la partie 2 qui commence tout à l'heure. Du coup, à partir de 10h15, je crois, où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, on a des causes assez redondantes dans les restaurants, que ce soit restaurant scolaire ou restaurant d'entreprise. Le goût et la qualité des aliments, c'est ce qui revient très souvent quand on interroge les gens ou même dans les enquêtes. Pourquoi vous gaspillez? En particulier quand on interroge ceux qui gaspillent, parce que dans un restaurant, en particulier un restaurant d'entreprise, tout le monde ne gaspille pas. Il y a même une minorité qui gaspille en général. C'est moins le cas en restaurant scolaire où c'est plutôt une majorité qui gaspille. Mais à chaque fois, dans les deux cas, le goût est toujours un élément qui revient. Ensuite,
aussi assez logiquement l'adaptation des portions. Donc en général, c'est quand il y a un service assisté. Donc les gens sont pas maîtres exactement de ce qu'ils ont dans leur assiette. Ça implique d'avoir des automatismes de communication, etc. pour adapter les portions quand on se fait servir par quelqu'un. Et ça, c'est la deuxième cause qui revient. Après, il y a aussi un manque d'engagement ou en tout cas, voilà, le fait que c'est à peu près normal de gaspiller, donc les enfants ne se sentent pas trop concernés ou les adultes considèrent que ils font pas trop attention et un manque de motivation qui peut être lié à une méconnaissance des enjeux, qui peut être lié juste à une sensibilité moins grande sur cet enjeu-là. Et après, il y a aussi le manque de ressources pour le staff du restaurant, parce que bah, les choses se font pas toutes seules. Donc c'est vraiment quand on est au restaurant ou même quand on est à la maison, ça se fait pas tout seul. Il faut une organisation, il faut y penser, il faut quand même animer la démarche, etc. Et donc, bah, il faut des ressources dédiées pour ça. C'est difficile de demander aux gens de faire de plus en plus de choses sans qu'ils soient formés, etc. Donc, c'est aussi une cause importante. Chez les ménages plus en particulier, bah, on avait le rangement du frigo, donc des choses qui étaient oubliées au frigo, et ça c'était assez récurrent, en particulier pour la gestion des aliments sensibles. Alors pas forcément tout au frigo, mais souvent bah, sur les fruits et légumes sensibles. Là c'était la période des cerises, mais on a eu aussi pendant la période des raisins, c'est possible qu'on achète un peu trop de ces aliments-là et que finalement on n'ait pas le temps de les consommer avant qu'ils soient abîmés. Après, l'intégration des restes dans les repas, il y a un parent qui m'a dit, nous, en général, on intègre les restes dans un fousi-tout, donc une tarte ou un riz sauté ou ce genre de choses. Et ça, c'est pas une action qui est faite par tous. Et quand on intègre les restes un peu de manière aléatoire, un peu comme ça vient, qu'il n'y a pas d'automatisme, souvent, on finit aussi par en jeter une partie. Et après, il y avait le savoir-faire. Donc le savoir-faire, à la fois c'est pour faire les menus en amont, faire les courses adaptées pour ces menus-là, travailler bah, le mieux possible sur la partie préparation pour pas générer trop de gaspillage qu'on dit non comestible mais qu'on aurait peut-être pu éviter. Et puis bien sûr sur toute la partie conservation, mettre en avant ce qu'il faut manger en premier, etc., etc. Voilà, ça c'est les causes un peu redondantes. Euh, Là maintenant, du coup, je vous propose de regarder un peu les résultats euh, bah, sur les différents sites qui ont été accompagnés. On va commencer avec les écoles. Euh, donc au Portugal, je vous rappelle, c'était une école multiniveau, mais ils sont quand même concentrés sur le public collégien. La nourriture était, selon les adultes du coup de l'organisation qui a accompagné ce site-là, était saine et en plus très bonne, avec vraiment un engagement un peu alimentation durable. Mais par contre, les ados appréciaient moins. Il y avait vraiment une dissociation entre le jugement de la nourriture par les adultes et par le staff, et puis les retours quand faisaient les ados, pour qui les menus préférés, c'était les jours de pizza et de burger sans en faire de cliché, puisqu'il y a eu les deux pendant la phase de diagnostic. Et en fait, paradoxalement, ils ont vu qu'ils se servaient beaucoup, surtout quand c'était bon, et que ça générait plus de gaspillage parfois. Et c'est un site où les ados se servent eux-mêmes. Donc ils ont un buffet et ils se servaient eux-mêmes. Euh, donc le gros enjeu, c'était comment faire en sorte qu'ils puissent se servir, mais simplement les portions qu'ils allaient manger, et puis qu'ils utilisent un peu leur droit à revenir, puisque c'était un restaurant assez libre et chacun revenait quand il voulait pour se resservir. Et après, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est que ils jetaient quand même certains de manière importante, pas la majorité, mais un certain nombre, et les adultes qui ont travaillé avaient l'impression que les enfants n'étaient pas, enfin les ados n'étaient pas concernés par cet enjeu-là. Euh, du coup, il y a eu 38 grammes de mesure du diagnostic, enfin, de gaspillage par élève. Donc, on prend la mesure du gaspillage total à la cantine et on divise par le nombre d'élèves qui a mangé lors du service. Donc, on avait 38 grammes au départ et on avait 38 grammes à l'arrivée après le déploiement des différentes actions dont je vais vous parler.
avec à chaque fois la même part comestible donc 96% des 38 grammes étaient comestibles au début et 95% des 38 grammes étaient comestibles après. Donc on n'a pas d'évolution du gaspillage alimentaire. On conclut pas pour autant que le projet était inefficace sur ce site, même si fondamentalement un peu. Mais il y a quand même eu des avancées. Alors, quelles étaient les actions qu'on a déployées? Je vais vous expliquer les actions là, mais en vérité, c'était à peu près les mêmes actions sur tous les sites et on dépendait, c'était plus la forme qui dépendait en fonction de l'âge du public plutôt que le type d'action. Donc, sur ce restaurant, une affiche sur le buffet pour un message sur la sensibilisation au gaspillage, souvent sur les enjeux liés à l'eau. Par exemple, gaspiller une baguette de pain, c'est gaspiller des centaines de litres d'eau, par exemple. Et puis surtout, le message très concret, adapte ta portion et reviens si tu as faim. À un message un peu plus directif pour être clair et simple. Ensuite, un suivi du gaspillage sur un tableau avec associé à ça, donc chaque jour on écrivait, enfin ils écrivaient le résultat de la pesée du jour pendant la phase d'action. Et puis il y avait une promesse d'un dessert particulier s'ils atteignaient un certain niveau de réduction qui n'a pas été atteint. Ils n'ont pas eu de dessert. Il y a eu des ateliers avec les élèves, donc ils ont fait, je crois, deux ou trois ateliers sur ce site où le but c'était de discuter, voilà, qu'est-ce qui se passe à la cantine, qu'est-ce que vous suggérez pour réduire le gaspillage, etc. Et ils avaient aussi travaillé avec le staff parce que les élèves étaient pas encadrés à table, mais par contre, il y avait un adulte qui était autour de la ligne de buffet. Il y avait plusieurs lignes de buffet, il y avait un adulte qui tournait pour voilà, essayer d'inciter les élèves à prendre des portions adaptées, etc. Et donc, il y avait voilà, un atelier plus formation pour le staff, expliquer c'est quoi le message qu'il faut faire passer à ce moment-là, comment. Euh, Oula, je suis allé un peu vite. Le deuxième site, alors j'ai pas de vue sur les questions, mais de toute façon, je vous ai dit cette première partie, je déroule un peu et puis je regarderai dans le chat vers 10h05, là, d'ici 5 minutes, et on prendra du temps pour en discuter. Donc, c'est le même système de combinaison, sauf que là, c'était pour une école primaire où c'était en service assisté. Donc, c'est classique, les enfants prennent leur plateau, ils prennent leur entrée, ils prennent leur pain, ils prennent leur fromage, ils prennent leur dessert, et puis ils arrivent devant un adulte qui les sert, qui leur sert le plat principal. Donc, ce qui ressortait des interviews et des enquêtes. On a fait des enquêtes juste avec les CM1, CM2 et on a fait des interviews avec les plus petits, CP, CE1, CE2. C'est la nourriture qui n'était pas bonne pour eux. C'est comme ça qu'ils l'expriment et que donc du coup ils ont du mal à manger ou ils veulent pas se forcer quand c'est pas bon. Et puis en plus, c'était libre, hein, donc ils pouvaient manger que leur dessert et après, il y avait plus trop de place pour le plat principal. Les enfants n'étaient pas accompagnés, donc aucun adulte pendant le temps du repas, sauf pour les aider à trier leur plateau en fin de service et pour les servir au buffet. Et la communication avec les personnes qui les servaient était bonne, mais les enfants prêtaient pas vraiment attention à ça, ce qui fait que les automatismes de servir pour essayer d'aller vite sur la ligne de self, c'était ça qui dominait plutôt que le fait de vraiment adapter sa portion. Donc, il y a eu les mêmes actions que dans l'autre collège, grosso modo, sauf qu'on a essayé d'illustrer avec adapté à des primaires, donc plutôt fin de loup, fin de moineau, avec des dessins sur la ligne de self. Pareil, un suivi du gaspillage avec un dessin, et puis tous les jours, c'était un groupe de SEM qui écrivait le résultat de la pesée. Et puis, on a eu, alors c'était pas des ateliers de discussion, c'était simplement une information du gaspillage, des enjeux liés au gaspillage qui étaient adaptés selon les groupes d'âge dans chaque classe. Du coup, on a passé un petit peu de temps pour expliquer ce qu'on allait faire pendant ce projet et que les enfants aient du temps d'écoute attentive et sachent ce qu'on attendait d'eux et pourquoi on le faisait, etc. Donc, il y a eu des excellents résultats. On a été
vraiment impliqué sur la partie adapter les portions, puisque on a aussi discuté avec le staff de ça. Et les personnes de service ont fait l'effort de prendre le temps avec chaque enfant, de demander, de montrer l'assiette, est-ce que tu en veux plus, est-ce que tu en veux moins. Résultat, au départ, il y avait 89 grammes de gaspillage, donc 94% de comestibles. Et à l'arrivée, il y avait 57 grammes par élève avec 79% de comestibles. Donc vraiment 46% de réduction, c'est pas tous les jours qu'on arrive à ça, donc c'était chouette. Je passe un peu vite parce que après il y a aussi les entreprises. Alors les actions en Italie, niveau de gaspillage un peu plus proche de celui du Portugal. Vous avez vu que le niveau de gaspillage en France était au départ plus élevé, hein, de 80, aux alentours de 90 grammes. Là c'est moitié moins en Italie le niveau de départ. Malgré tout, ils ont réussi à finir à 12 grammes. Alors 12 grammes c'est très peu, hein, c'est je sais pas une dizaine d'amandes et ça doit être peut-être allez, 4-5 cerises ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment peu. Ils n'ont pas fait de séparation comestible non comestible. Là, c'était un environnement, c'était un petit collège, donc ils n'étaient pas beaucoup. Les élèves étaient relativement peu concernés au départ. La communication au self était peut-être pas suffisante et ils ont utilisé pareil un système d'affiches sur le buffet, un suivi du gaspillage à la cantine. Ils ont fait des vrais ateliers pédagogiques avec les enfants, enfin avec les élèves en classe. Et puis il y a eu une formation du staff pour servir la portion adaptée. Euh, voilà. Alors, au niveau des entreprises, la première entreprise, c'est une entreprise un peu, c'est un restaurant avec plusieurs collaborateurs de différentes entreprises, enfin des collaborateurs de différentes entreprises, avec un niveau exceptionnellement bas dès le départ de gaspillage alimentaire. 11 grammes, c'est très très peu. Donc on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de marge d'amélioration. Dans ce restaurant, pourquoi tout marchait bien? Parce qu'ils étaient tous contents de la nourriture qu'ils avaient, parce que c'était calme, c'était jamais trop plein, ni il n'y avait pas de rush, etc. Et chacun se servait, tout était à disposition. Il n'y avait pas de service assisté, chacun se servait ce qu'il voulait. Donc, dans un environnement calme avec des gens qui apprécient la nourriture, en général, ça marche plutôt bien. Les causes du gaspillage, là, bon, on a été chercher un peu, mais c'est vrai que c'était un site qui n'était pas forcément adapté puisque la marge de progression n'était pas géniale. Mais en gros, c'était simplement qu'il y en a certains qui étaient surpris parfois du niveau d'épices dans certains plats. Et puis, très accidentellement, des portions qui n'étaient pas forcément ajustées parce que soit on n'avait pas trop fait attention, soit on n'avait pas trop aimé, mais de manière assez enfin, ponctuelle, quoi. C'était pas systématique comme ça pouvait être le cas en France, par exemple, à l'école. Donc voilà, sur ce site, petite réduction, mais ce qui me semble un peu aléatoire. En France, 48 grammes par personne, donc 88% de comestibles sur le début. On arrive à 21% de réduction. Euh, c'est plutôt très bien. C'est un site sur lequel, globalement, la cause du gaspillage alimentaire, c'était encore une fois les portions servies, mais en particulier sur les légumes, les accompagnements, et en particulier sur les légumes, où on a entendu de manière récurrente, même si une majorité des gens ne gaspillent pas dans les restaurants d'entreprise, et donc ça venait de une plus petite minorité qui gaspille, le fait que les légumes étaient à leur goût pas bons. Certains disaient trop fade, ou certains disaient que c'était ou trop cuit ou pas assez, etc. Euh, et puis la communication au self, alors ça venait des observations, pas trop des témoignages, mais c'était le rush vraiment midi 5 midi 30 où là les gens font la queue et on sent qu'il n'y a pas la place au self pour vraiment adapter les portions et communiquer. Certaines assiettes sont servies un peu en avance avant que les gens arrivent. Enfin, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? À peu près pareil, on a informé les gens, voilà, le projet est en place, vous allez avoir des interviews, on va faire des pesées, voilà, on a un objectif de réduction, ça c'était le point de départ, on essaie d'arriver à temps, et puis
Ils ont essayé de mettre en place minimum chaque jour au moins un légume frais, parce qu'ils travaillaient aussi avec parfois du surgelé qui peut être de bonne qualité, mais en tout cas, ils ont essayé de mettre en avant au moins un légume frais par jour et une formation du staff pour essayer de les convaincre de prendre le temps avec chacun, etc. Donc les convives étaient informés et ça a plutôt bien marché. On est passé à 38 grammes. Euh, voilà. Chez les ménages. Alors, chez les ménages, comment ça a marché? Je fais un petit peu rapidement pour qu'on ait le temps si jamais il y a des questions. Mais donc, comme je vous ai dit, ils étaient recrutés sur chaque site. Euh, on avait une interview avec chaque ménage en début de projet pour leur expliquer comment ils allaient faire leur système de pesée, pour leur demander comment ils faisaient leurs courses, s'ils aimaient cuisiner, quel type de cuisine ils faisaient, comment ils conservaient les aliments, où est-ce qu'ils voyaient qu'il y avait des marges de manœuvre, ce genre de choses. Ils ont fait leur diagnostic, on leur a envoyé un bilan une fois qu'on a reçu les mesures et avec l'interview, et on leur a proposé des solutions. Donc ils ont reçu les solutions sous la forme la plupart du temps de newsletters pendant la phase d'action qui suggèrent des actions de réduction, soit s'organiser pour un batch cooking parce que le batch cooking était quelque chose qui était assez récurrent et pas mal de foyers qui utilisaient ça. Donc comment on peut l'optimiser, comment on fait une liste de courses. Parfois c'était plutôt comment on range son frigo, comment on aménage un espace euh, plus spécifique pour les restes à manger en priorité ou les produits proches des dates de péremption ou juste bientôt abîmés. Voilà. Pas tout le temps, mais sur plusieurs sites, ils ont fait un atelier culinaire ou un atelier avec un chef pour les aider. Un peu coaching, on cuisinait pas forcément, mais on discutait gaspillage alimentaire et comment s'organiser contre ça à la maison. Les résultats, alors pardon, je m'en mêle un peu. Dans l'ensemble, mais c'est très aléatoire, hein. Le niveau de gaspillage chez les ménages, ça va de 120 grammes par personne par repas à parfois ils avaient quasiment rien. On ne sait pas si les mesures étaient vraiment bonnes. On a moins de visibilité, donc sur la confiance là, et voilà, on ne sait pas trop vérifier. À moins de 5 grammes par repas. Donc évidemment, ça dépend, vu qu'on mesure comestibles et non comestibles, ça dépend de qu'est-ce qu'on prépare, combien de repas on, on prend, etc. Mais donc voilà, très aléatoire. Dans l'ensemble, le niveau de départ, c'était 62 grammes par personne sur la partie diagnostic, dont 31% de comestibles. Et à la fin, on était sur 36 grammes par personne. Donc il y avait quand même une réduction significative, dont 29% de comestibles. La part du comestible n'a pas tellement évolué. Euh, voilà. En très rapide, donc l'important, qu'est-ce qu'on retient de ça? Le goût et les portions adaptées, c'est vraiment les deux actions importantes sur les restaurants. Pour les enfants, c'est sûr que le fait d'avoir une récompense, en particulier à l'école en France, c'était enfin, c'était impactant. Je les voyais excités, etc. Ils me demandaient tous les jours. Chez les ménages, bah, c'est plutôt une action sur comment on organise un menu dans la semaine et on adapte les courses en fonction. Et puis surtout la routine pour intégrer les restes. Voilà, quand on a des restes, comment on les intègre pour être sûr bah, qu'ils vont être mangés. Euh, L'interaction directe avec les gens via les ateliers, les discussions, les interviews, la présence aussi sur site, ça permet vraiment de les engager. Alors pas tous évidemment, hein, quand c'est un restaurant de 240 personnes, bon, on n'interagit pas avec tout le monde, mais quand les gens vous voient, ils demandent aux autres ce qu'on fait, etc. Et ça aide à impliquer les gens et les interviews en plus avec les ménages en particulier, même avec les élèves, ça aide aussi à faire passer des messages et quelque part ça aide vraiment au changement. Les actions doivent toujours être pratiques et faciles. Par exemple, au lieu d'attendre du consommateur enfin, ou des enfants ou des adultes au travail qu'ils demandent une petite portion, bah, faut leur servir par défaut une petite portion et demander s'ils en veulent plus. Ça peut énerver certains, mais la majorité, ils trouvent ça efficace et pratique. Euh,
dans les cantines, c'est plutôt un environnement favorable avec voilà un self où on a le temps, où on écoute, essayer d'avoir des repas de qualité, alors qu'à la maison, c'est plus sur le savoir-faire et les petites astuces qui il faut se concentrer pour être efficace. Et on a clairement vu, j'en ai pas parlé, mais on a clairement vu bah, que ce soit les enfants ou les adultes pour lesquels il y avait eu des actions aussi à la maison, ils étaient beaucoup plus réceptifs aux actions dans le restaurant et ça marchait beaucoup mieux avec eux. Alors bien sûr, il y a un biais parce que ceux qui étaient recrutés à la base, ils étaient intéressés à ça, mais on voyait que clairement ça aide. Voilà. Du coup, je vais arrêter le mode présentation et je vais essayer de regarder si, il y a éventuellement des questions. Et si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Au contraire, je prends toutes les questions sur cette première partie. Encore une fois, la deuxième partie, elle sera dédiée à un peu plus comprendre les outils, les enquêtes, les interviews, essayer de revenir sur les résultats un peu plus dans le détail. Voilà, en particulier pour les restaurants français qui étaient dans le projet. Alors, je crois que j'ai arrêté la présentation et du coup, je sais pas si... Donc, je regarde dans le chat un petit peu. On me demande 38 grammes, est-ce que c'est sur stock, reste de cuisine non servi, etc. Tous les chiffres que j'ai donnés, étant un projet exclusivement focalisé sur le changement de comportement des consommateurs, il s'applique que au reste assiette. Sauf pour la partie ménage au foyer, où là, ils ont tout pesé. Mais sinon, tous les chiffres que j'ai donnés pour les restaurants, c'est exclusivement les restes assiettes. Voilà, désolé, ça c'est quelque chose sur lequel j'aurais dû insister, mais donc voilà. Euh, Comment explique-t-on qu'en France le gaspillage soit plus élevé que dans les autres pays présentés? Bah sur le restaurant d'entreprise, les deux restaurants en Finlande et France sont quand même très différents. Donc il y a en particulier l'organisation où il y en a un où c'est calme, ils se servent tout seuls, ils sont contents de la nourriture, et il y en a un où il y a un peu plus de rush. Il y en a qui aiment pas forcément, en particulier les accompagnements, et ils sont pas directement maîtres de leur portion. Et après, il y a sans doute une partie aussi culturelle, mais peut-être que si j'étais allé dans un autre restaurant, j'aurais eu enfin c'est sûr, j'aurais eu un autre résultat. Malgré tout, en Finlande, c'est particulièrement bas et je vous ai expliqué les raisons. Voilà. C'est pas en France où c'était haut, hein, c'était un restaurant qui était plutôt normal. Et même avec la grande majorité des convives qui n'avaient pas de gaspillage. Le non comestible, c'est pas du gaspillage, je comprends pas bien. Tout à fait. Le non comestible, c'est pas du gaspillage. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce projet? Ben, simplement, si vous pelez vos courgettes en ce moment, c'est l'été, il y a les courgettes, il y en a qui les pèlent parce qu'ils mangent pas la peau, il y en a qui les pèlent pas. Donc, il y en a pour qui c'est pas comestible, il y en a pour qui c'est comestible. Euh, et ça, c'est difficile de dire on mesure que le gaspillage comestible et puis après, bah, en fait, les chiffres vont être très aléatoires. Donc ça, c'est une première raison. On veut avoir un gaspillage total. Après, appliquer un ratio de comestibles pour être un peu plus précis, mais déjà au départ tout peser pour que au moins on puisse comparer les chiffres d'un restaurant à l'autre ou d'un foyer à l'autre. Deuxième raison, il y a l'économie circulaire qui est aussi en jeu. C'est des ressources, que ce soit comestibles ou pas comestibles, c'est de toute façon compostable. On peut bah, faire du gaz, etc. Donc ça donne aussi une information sur les gisements. Euh, et puis, c'est quand même intéressant, enfin, concrètement, demander aux gens de vraiment séparer, de peser que le comestible, c'est quand même un travail. Et donc, on préfère avoir l'ensemble du gaspillage qui est pesé. On sait qu'on aura une mesure juste. Et si on peut en plus leur demander de faire la séparation, vu que de toute façon, il l'aurait fait quoi qu'il arrive si on avait pesé que la partie comestible. Ça leur fait pas de travail en plus, mais au moins on est sûr des données. Donc voilà pourquoi on s'intéresse aussi au gaspillage non comestible. Mais effectivement, quand on propose des actions de réduction, si jamais on se rend compte, par exemple, chez une famille qui avait 80% ou 90% de gaspillage au niveau de la préparation sur des déchets de préparation, on n'avait pas grand-chose à proposer dans ces cas-là, parce que notre but, c'est pas du tout qu'ils prennent que des conserves.
On se focalise vraiment sur, dans les actions qu'on propose sur la réduction du gaspillage comestible. A-t-on analysé pourquoi le gaspillage? Donc ça, le gaspillage en France des établissements scolaires était plus haut que les autres pays. Donc j'ai en partie répondu sur un, bah, je pense le goût. Ou peut-être que c'était un peu moins bon que dans les restaurants en Italie et au Portugal. Et deux, sur bah, le fait que les enfants n'étaient pas du tout accompagnés, que c'était des enfants de primaire. Donc, bah, c'est vrai que du coup, ils faisaient ce qu'ils voulaient un peu. Et si le dessert était meilleur que le plat, ils mangeaient pas trop le plat, mais ils étaient quand même servis. Donc, voilà. Oui, l'échantillon de travail, c'était ça. On avait trois restaurants scolaires et deux restaurants d'entreprise. Et à chaque fois, on avait entre 5 et 10 ménages par restaurant. Et la dernière question, et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Les données du gaspillage en France intègrent beaucoup les excédents, restes de distribution en fin de repas, d'où ces chiffres plus élevés. Bah, c'était une réponse automatiquement. Mais donc, on n'intègre que les restes assiettes hein, dans les chiffres que j'ai donnés là. Voilà. Je vois pas de main levée. Je pense pas qu'il y ait de questions. On a malgré tout un peu de temps si vous le souhaitez. Je vous laisse juste un peu de temps au cas où. Bah, s'il n'y a pas de questions, du coup, je vais passer à la deuxième partie, euh, qui est une partie. Attendez, parce que je me suis un peu emmêlé les écrans. Ouais, on me demande si les résultats seront publiés. Oui, il y aura des rapports en ligne et toutes les ressources et tous les outils qu'on a utilisés pendant le projet seront publiés. J'enverrai ultérieurement un lien, ce sera publié sur une espèce de base qui s'appelle Zenodo. Mais donc vous y aurez accès. Euh, Alors, je regarde le timing. Il est pile poil l'heure, a priori, de commencer la deuxième partie. C'est ça. Du coup, là, cette deuxième partie, c'est une partie qui peut être interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. J'essaierai de vraiment vous donner la parole, même pendant la présentation, au contraire, puisque là, le but, c'est sur la deuxième partie, c'est que je puisse présenter les outils qu'on a utilisés, comment on a fait. Et bien sûr, plus vous avez de questions et plus la présentation des outils est pertinente pour vous. J'ai pas envie de vous saouler avec des informations qui sont pas forcément utiles pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'orienter selon vos intérêts et vos questions. Euh, je vais à nouveau partager mon écran. Quand je partage mon écran, bah, je vous vois pas. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez prendre la parole, pas faire que lever la main, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un pop-up quand je suis en mode présentation. Donc, n'hésitez pas à dire simplement pardon et je vous donne la parole en fait. Euh, alors, ah oui, vous aviez toujours le partage, j'ai l'impression. Tac. Ouais. Alors, passer à l'action. Donc, donc, le premier temps du projet, c'est vraiment la phase de diagnostic. Et donc, le but, c'est d'identifier les comportements de gaspillage, combien ils génèrent de gaspillage, etc. Et éventuellement, s'il y a des types de consommateurs qui gaspillent plus que d'autres pour adapter les actions à cela, etc. Euh, donc là, je vais présenter les outils. Donc ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et, euh, et ensuite, on va discuter pendant à nouveau un quart d'heure des résultats qu'on a eus. Je vous ai déjà présenté en gros les résultats, mais là, je vais essayer d'illustrer un peu plus en détail comment on est arrivé à ces résultats, à quoi servent les enquêtes et les interviews, un peu plus dans le détail. Alors, d'abord, les outils. Donc, je vous ai dit, on a une méthodologie de pesée. Donc, je reviens dessus. Le but, c'est de mesurer en grammes par repas, par personne. Parce que si on mesure juste en kilos,
on peut pas se rendre compte en fonction de la fréquentation du restaurant, du nombre de repas servis, on peut pas se rendre compte de vraiment de l'évolution du gaspillage alimentaire. Donc, on utilise le gramme par personne. Euh, je vais directement vous montrer un tableau dans lequel on enregistre. Donc, on a la date de la pesée. Ensuite, on a le nombre de couverts sur ce service-là. On a le gaspillage total. Quand on fait les pesées, on a du coup deux bacs, hein, un bac comestible et un bac non comestible. En général, au scolaire, les enfants faisaient eux-mêmes le tri. En entreprise, la culture, c'est très difficile de demander aux clients de faire le tri entre leurs déchets d'emballage, la partie du plateau qui est alimentaire mais non comestible, et la partie du plateau qui est alimentaire mais comestible, ça c'est pas encore dans la culture. Les enfants le font, mais les adultes non. Donc on faisait nous-mêmes le tri. C'était avec les plongeurs. On mettait simplement une étape en plus à la plonge. C'est comme ça qu'on y arrivait. Euh, donc on rentre le pourcentage de parties comestibles et aussi pendant les observations, on prenait par exemple 50 plateaux ou 50 assiettes et on regardait le pourcentage de ceux qui avaient beaucoup de gaspillage. Et on notait ce pourcentage-là. Donc ça nous mobilisait pendant une partie du service, mais au moins on avait une idée sur la part de ceux qui gaspillaient. Ici, c'est plutôt une part élevée, voire très élevée. Donc là, c'est sur un restaurant scolaire là. Mais en restant en entreprise, c'est beaucoup moins. On est plutôt aux alentours des 10-5% de personnes qui ont une assiette avec beaucoup de gaspillage. Donc en restaurant scolaire, c'est effectivement beaucoup plus. Ils sont plus difficiles, les enfants, ils se connaissent moins bien, ils se sentent moins concernés au départ. Donc voilà la méthodologie de peser. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, on a une partie commentaire. Et dans la partie commentaire, moi, je note souvent les menus pour me rappeler, ah oui, c'est vrai que là, ils avaient pas aimé, par exemple, le colin d'Alaska. Les enfants, ils aiment pas trop. Et donc voilà. Ou alors, quand il y a de la purée, c'est lourd. Et donc, ça explique aussi que le gaspillage augmente quand il y a de la purée. Voilà. On fait bien sûr une formation à l'équipe qui est sur site pour bien mettre en place la méthodo. Et puis il y a un document qui rappelle la méthodologie. Ce document-là, il était présenté aux ménages pour qu'ils puissent bien suivre leur méthodologie de pesée chez eux. Voilà. Donc là, c'est juste une illustration de la couverture de la mesure du gaspillage alimentaire à la maison et le guide pour les ménages. C'était un slide, enfin, c'était un PowerPoint qui devait faire une dizaine, une douzaine de slides. Et ça aussi, ce sera en accès. Et on leur donnait ça. Et en plus, on prenait un moment au téléphone ou Teams pour vraiment s'assurer qu'ils aient compris. On leur fournissait deux bacs et une balance et ils faisaient leur pesée. Pareil. Gaspillage par repas par personne. Donc c'est pas le gaspillage de la semaine, ni le gaspillage par personne, c'est vraiment par repas par personne. S'ils ont pris le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner et qu'ils étaient deux, bah ça fait 2 fois 3 et donc ils divisaient par 6 le poids qu'ils avaient pesé euh, pour l'alimentaire comestible et pour l'alimentaire non comestible séparément. C'est un exemple, ça, du journal anti-gaspi qui aidait les ménages à enregistrer leur pesée. Et donc, ils notent la date. On note combien de repas ont été pris à la maison pour le petit-déj, pour le déj et pour le dîner. Donc, par exemple, 0 au déjeuner, il y avait personne à la maison. 3 au petit-déjeuner et puis 4 au dîner, par exemple. Ça fait 7 en tout sur ce jour-là. Le poids du gaspillage comestible, le poids du gaspillage alimentaire non comestible, les principaux types d'aliments jetés. Est-ce que c'était plutôt voilà, des légumes ou de la viande ou du pain et des produits laitiers, etc. Et les raisons. C'était abîmé, c'est des déchets de préparation, c'est la quantité préparée, c'est des restes qui sont finalement non consommés. Et ils indiquaient aussi les commentaires. En général, ils indiquaient aussi bah, s'ils ont fait préparation de soupe ou alors jour batch cooking. Voilà, ils indiquaient ce genre de choses. Ensuite, après les mesures, on avait donc l'interview. Euh, L'interview venait compléter les données qu'on avait sur les mesures.
Donc l'interview, elle avait bien sûr plein de formats, excusez-moi, différents. Euh, donc là, 10h35, ok. En gros, on essayait d'avoir déjà l'âge des personnes, le genre, pour voir si ça pouvait impacter le niveau de gaspillage. Et ensuite, pendant l'interview, on avait vraiment la possibilité d'ajuster les questions, de prendre des renseignements complémentaires sur, à votre avis, vous gaspillez plutôt systématiquement dans le restaurant ou ça arrive quelques fois? Est-ce que c'est plutôt beaucoup? Est-ce que c'est peu, etc. Donc, et on pouvait analyser comme ça les réponses des interviews. Est-ce que vous avez la sensation de maîtriser la portion dans votre assiette? Et on demandait aussi pendant les interviews la sensibilité au gaspillage alimentaire. Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous essayez déjà? Si vous essayez déjà, est-ce que vous y parvenez, etc. Pourquoi? Voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment un temps qualitatif. Les interviews pouvaient durer à peu près entre 4 minutes et jusqu'à, il y a des personnes qui pouvaient rester 8, même parfois 10 minutes. Et on adaptait les versions pour en fonction de l'âge, si c'était en scolaire. Et on adaptait aussi les interviews entre la partie diagnostic et la partie évaluation des actions pour vraiment adapter certaines questions, savoir si telle et telle action avait été efficace ou pas. En complément, parce que les interviews, ça prend du temps et qu'on n'en peut pas en faire beaucoup. En général, on en faisait une vingtaine par site. Parfois, il y en a eu un peu plus. Mais donc, ça reste quand même peu hein, sur des sites qui font 100 couverts ou 200 couverts. Voilà. Euh, et donc, on envoyait une enquête. Donc, on envoyait l'enquête aux élèves. Donc, les élèves CM1, CM2 ont eu l'enquête en imprimé, et les personnes des restaurants ont eu l'enquête via email. Donc, c'était un lien sur SurveyMonkey. Et au collège, ils ont eu aussi en ligne. Et l'avantage de l'enquête, c'est que bah là, on a les données directement processées, c'est systématique et c'est plutôt voilà efficace pour bah voilà combien il y a de personnes, c'est quoi le pourcentage des personnes qui disent gaspiller systématiquement à la cantine. C'est quoi le pourcentage des personnes qui indiquent que la première raison de leur gaspillage, c'est le goût, par exemple, ou ben voilà, plein d'informations comme ça grâce à l'enquête. Et là, on a déjà plus de réponses. Donc, on travaille sur des échantillons déjà un petit peu plus gros. Et puis, il n'y a pas le biais aussi de la discussion. Les enfants, quand on discute avec eux, souvent, ils répondent ce qui fait bien de répondre. Un peu pareil avec les adultes. Et là, l'enquête, il y a peut-être un peu moins de biais. Et encore, on ne sait pas trop. Après, il y avait un guide d'observation. Donc, on avait développé un guide pour que nous, les responsables du projet, quand on allait sur les sites pour aider au pesée, pour faire les interviews et tout, on puisse aussi observer des choses bah, pendant le service. Euh, donc là, il a été développé en anglais parce qu'il y avait des Italiens, des Finlandais, des Portugais et Français dans le projet, mais bon, ce sera traduit pour savoir qu'est-ce qu'on regarde, l'environnement, le menu, comment est organisé le menu, comment est organisé le service, combien il y a de personnes sur un site, est-ce que les gens débarrassent et font le tri eux-mêmes de leur reste assiette ou pas. Enfin voilà, des observations qui permettent de savoir bah, qu'est-ce qui peut déterminer en gros les comportements de gaspillage. Et donc une fois qu'on a tout ça, là, tous les résultats des informations, on fait simplement voilà, une analyse. Le but, c'est tant de proposer les actions les plus efficaces et les plus adaptées possibles. Euh, donc on écrit un rapport et je vous ai dit, hein, on utilisait tous ces outils-là. Avant la phase d'action pour faire le diag et puis après la phase d'action pour faire le bilan. Donc on avait un rapport envoyé au niveau à la fin du diagnostic ou dans lequel on proposait des actions. Et ensuite on avait des entretiens avec les acteurs, soit les responsables du restaurant, soit les ménages directement pour valider qu'est-ce qu'on allait faire. Et on avait à nouveau avec les résultats de la deuxième tournée en gros d'évaluation
un nouveau rapport complet avec la phase de diagnostic, les résultats pendant la phase d'action, qu'est-ce qui avait été le plus efficace, etc., etc. Voilà. Donc là, on a en gros fini cette première partie de présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux juste prendre un moment, arrêter le partage et regarder le chat. Euh, Carole, du coup, sur le budget du projet paraît disproportionné par rapport à l'échantillon. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants, mais il faut pas minimiser le temps qu'on a passé sur chaque restaurant. On a fait les diagnostics pendant 2 semaines sur chaque restaurant. On a fait les interviews. On a du coup construit les outils, déployé les enquêtes. Après, analyser tous les résultats, ça implique quand même pas mal de tableaux Excel, faire les analyses, écrire les bilans pour chaque ménage, faire les interviews pour chaque ménage, etc. Donc voilà ce qui peut expliquer ce budget-là. Euh, voilà. Mais encore une fois, les outils sont à dispo et puis à vous de les utiliser en plus efficacement que nous. On espère que nous, ce qu'on a fait, ça servira. Voilà. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je continue. Du coup, la dernière partie de cette présentation, enfin de ce webinaire, c'est un échange, enfin plus concret sur les sites qui ont été accompagnés, qu'est-ce que ça a pu donner. Donc, je vais de nouveau passer en mode présentation. Mais encore une fois, hein, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je repartage du coup le PowerPoint. Tac, voilà. Attendez, j'essaie de bouger les choses que je puisse voir ce que je présente. Voilà. Donc, sur la partie diagnostic, après le diagnostic, qu'est-ce qu'on a comme données? Je prends l'exemple du site là, du restaurant d'entreprise en France. On sait qu'on a 48 grammes de reste assiette par convive, donc 88% de comestibles. Donc on compare ça par rapport à la moyenne. On regarde du coup le potentiel, la moyenne nationale. Alors on n'a pas vraiment de moyenne nationale, mais nous à IFWC, on a quand même une base de données avec certaines enfin pas mal de sites qui renseignent le gaspillage alimentaire par zone, donc la préparation, les surplus de services et puis la partie reste assiette. Et puis par ailleurs, on avait aussi fait d'autres projets. 48 grammes, c'était quand même un niveau moyen haut, disons, en sachant que le gaspillage total sur un site est aux alentours des 100 grammes par couvert. La moitié sur le reste assiette, c'était un peu haut, mais pas non plus extraordinairement haut. Euh, on savait qu'il y avait entre 5 et 10% de clients qui gaspillaient beaucoup. Alors beaucoup, c'est vraiment au-delà de 150 grammes, hein. Ça veut dire que vous voyez une assiette, elle revient, elle est quand même bien fournie. Et on savait que parmi les gens qui gaspillaient, beaucoup, en général, c'était des gens qui gaspillent aussi régulièrement. Et ils avaient vraiment cette relation un peu plus compliquée à la nourriture, difficile d'évaluer les portions, difficile avec la nourriture. Souvent, ils trouvent que c'est pas très bon. Voilà. Donc, on sait qu'il y a quand même une grande partie du gaspillage qui est due à une minorité de personnes. Donc ça, c'était sur les résultats en entreprise. C'est très différent en scolaire puisque tous les enfants gaspillent en général plutôt pas mal sur, en particulier l'école en France. Euh, et l'enquête, par exemple, donnait une information qui était aussi intéressante. 60%, 65% des clients parviennent déjà à réduire leur gaspillage alimentaire. Donc, ça confirme qu'il y a quand même peu de gens qui gaspillent, puisque, il y avait 65% qui parvenaient déjà à réduire leur gaspillage alimentaire.
Alors, les principales causes identifiées, donc des trop grandes quantités servies par le staff, donc ça, c'était 35% des personnes interrogées dans l'enquête. Chez ceux qui gaspillent beaucoup, le goût est la première cause. Donc, 68% des personnes avec qui on a échangé quand on a demandé est-ce que vous avez gaspillé, pourquoi, elles nous ont dit oui, j'ai gaspillé. Enfin, celles qui nous ont dit oui, j'ai gaspillé plutôt pas mal. 68% d'entre elles ont dit c'était principalement à cause du goût et souvent ils parlaient des légumes. Donc voilà, ça nous a orientés. Et après, pendant la phase de diag aussi, on avait bien observé le rush sur cette cantine. Donc on écrit le rapport à la fin de ce diagnostic et on convient des actions à mettre en place. Sur tous les sites, le modèle de combinaison testé, c'était à peu près le même. Au départ, on voulait vraiment adapter à chaque site, etc. Mais finalement, ça revient à peu près toujours à proposer la même chose. Alors, est-ce que c'était parce qu'on n'était pas assez imaginatif ou est-ce que c'est parce qu'il y avait quand même un peu un modèle qui s'imposait de lui-même? Donc, les combinaisons d'actions, c'était informer les gens. Essayer de, voilà, d'attirer leur attention, leur expliquer qu'est-ce qu'on allait faire et du coup, qu'est-ce qu'on attendait d'eux. Donc ça, c'était un email pour la partie entreprise. Voilà, il y a telle organisation qui mène un projet. Ce projet a permis d'établir un niveau de base du gaspillage alimentaire avec les causes suivantes. Il y aura des actions dans les semaines à venir. On compte sur vous pour être sensible et nous aider à atteindre notre objectif de réduction. Donc ça, c'était en entreprise. Et en milieu scolaire, bah, là, par contre, il fallait vraiment du temps disponible en classe, parce que si vous présentez le projet groupe par groupe à la cantine, vous allez aux tables, etc., et les enfants, ils impriment pas. Alors que en classe, c'est beaucoup plus, c'est un temps d'écoute qui est bien meilleur, en particulier en primaire et on leur expliquait ce que c'était le gaspillage alimentaire, les enjeux associés, parce que pendant les interviews et les enquêtes, on se rend compte que ils savent dès le CP ce que c'est gaspiller de la nourriture, jeter de la nourriture. Souvent, ils pensent que c'est pas bien, qu'il y a des gens qui ont faim et qu'il faut pas jeter. Par contre, quand on demande, est-ce que selon toi, quand on gaspille de la nourriture, on enlève aussi des forêts? Ou alors on consomme plus d'eau que ce qu'on devrait, etc. Et ça, ou alors le lien avec le réchauffement climatique, ça, il y en a vraiment très peu, quasiment pas en primaire qui le savent. Et même au collège, ils font bien sûr des liens, mais c'est moins. Enfin, on sent que c'est instinctif et c'est pas très documenté. Du coup, le but de la présentation, c'était aussi de les sensibiliser sur les enjeux du gaspillage alimentaire et les bénéfices liés à la réduction. Euh, Après, il fallait motiver les gens et montrer qu'il y avait un vrai suivi. Donc, les actions, elles avaient vraiment pour but d'avoir ça. Donc, par exemple, chez les ménages, quand on envoyait une newsletter, à chaque fois, on avait un petit paragraphe en disant que bah, réduire le gaspillage alimentaire, ça aide à, je sais pas, à préserver la biodiversité ou ce genre de choses. Et puis, bah, dans les restaurants, c'est plutôt classique, hein. C'est un objectif de réduction. On se fixe le challenge de l'atteindre. Et puis pour les enfants, c'est très important d'avoir une récompense à la clé. Donc voilà, on essaie de promettre soit un dessert, soit une surprise. Euh, et une fois que les gens sont motivés, il faut bien sûr faire attention à ce qu'il y ait un suivi. S'ils voient que, bon, une fois qu'on a dit ça, on fait les pesées, mais il se passe pas grand-chose, ou alors ça change pas la manière dont on les sert, ou alors on les relance pas justement pour que eux appliquent le comportement attendu, bon bah au bout de 2 jours, il se passe plus rien. Donc le suivi est super important. Faciliter l'action avec l'affichage, la bonne communication et c'est aussi très important. Penser concrètement, qu'est-ce qui va faire que cet enfant-là va avoir la bonne portion dans son assiette, comment on peut vraiment l'inciter, lui montrer en le servant et lui demander s'il en veut plus ou moins, par exemple. Euh, donc voilà, faciliter l'action, informer et motiver, ce sont les trois choses qui étaient au cœur des combinaisons d'actions testées. Donc je reviens sur l'entreprise, l'email aux collaborateurs, il a été envoyé à tous les collaborateurs et il expliquait ce qu'on attendait d'eux. Ensuite, il y avait un objectif affiché au restaurant de 20 grammes de comestibles par personne, donc c'était l'équivalent de à peu près 50% du diagnostic. On a dit qu'on était à 45 ou 48 au départ
de ce, de ce site, avec le poster qui était affiché à l'entrée et à la sortie du restaurant, où chaque jour on notait le résultat. Il y en a peu qui le voyaient vraiment, encore moins qui allaient le lire. Pour ce restaurant-là. La formation pour l'équipe de restauration, ça a duré allez, à peu près 20 minutes, 25 minutes où on a discuté si eux, ils se sentaient de demander systématiquement aux gens, si c'était quoi les messages, comment on réagit quand les gens ont l'impression qu'on les restreint, etc. Parce qu'il y en a qui sont polis au self et puis il y en a d'autres qui sont moins ouverts et c'est plus compliqué. Donc comment on réagit à ça? Si c'était OK de prendre beaucoup plus de temps avec chacun pour les servir etc. Et puis après, sur ce restaurant-là en particulier d'entreprise, c'était les légumes sur lesquels il fallait faire un effort et donc ils ont dit on fait au moins un légume frais par service. Et je crois que depuis, ils ont même eu une formation d'un chef de leur entreprise de restauration sur voilà les cuissons, les préparations des légumes. Euh, je vous donne les exemples pour la France, hein, sur les combinaisons qui ont été testées. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais là j'essaie de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. N'hésitez pas à poser des questions parce que en général, quand on me présente au global, vous me posez surtout, mais concrètement, vous avez fait quoi? J'essaie d'y répondre là. Euh, donc dans les écoles, une présentation qui était en classe, qui avait pour but vraiment de dire aux enfants, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on attend de vous, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous allez le faire? Ça a duré 15 minutes avec les CP, CE1 et puis plutôt 30 minutes avec les CE2 et on a été même jusqu'à 40 minutes avec les CM2. Un grand poster qui était plus efficace qu'en restauration d'entreprise parce que je pense qu'il était plus adapté et les enfants aiment bien regarder où est-ce qu'ils en sont, s'ils vont y arriver, etc. Avec sur le poster, je vais vous montrer tout à l'heure, l'affichage, pareil, exactement le même système qu'en entreprise. Sauf que là, les enfants participaient eux-mêmes à la pesée. Donc, ça permet à un petit groupe d'enfants chaque jour de s'impliquer et de suivre. Ça tournait, il y avait des volontaires tous les jours. Euh, une formation, bien sûr, pour l'équipe qui sert les enfants, de insister, c'est important de prendre le temps, il faut vraiment leur montrer, il faut s'assurer qu'ils soient attentifs et ils regardent ce qu'on leur met dans leur assiette. Et bien sûr, toujours quand on en met moins, aussi dire, tu peux revenir pour en avoir plus si tu as encore faim. Et après, un message sur le self directement pour aussi rappeler visuellement aux enfants que c'est là où ça se joue et que il faut savoir s'ils ont une faim de loup ou une faim de moineau et le dire. Donc là, c'est des exemples de ce qu'on avait utilisé en France avec bah, à gauche de l'écran, enfin à votre gauche à vous, le poster entreprise, désolé pour la qualité, avec le gaspillage comestible noté chaque jour. Euh, Au milieu, là, c'est un rappel. Donc ça, c'était un format A4 qui était collé sur le self, à l'entrée du self et directement à l'endroit juste avant qu'ils récupèrent leur assiette. Donc il y a écrit et aussi un visuel pour les CP, CE1 qui vont moins lire. Et puis même, de toute façon, tous les posters, même pour les adultes, il faut faire essentiellement du visuel parce que personne ne lit ce qu'il y a écrit dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Ça sert à rien d'écrire et il faut vraiment faire des posters où juste visuellement, ils comprennent. Et après, là, une illustration du poster qu'on a utilisé à la cantine. Donc là, c'était vraiment un grand A1. Et chaque jour, on notait sur le graphique en bas où est-ce qu'on était sur ce jour-là. Et ils voyaient du coup s'ils avaient accès à la surprise, enfin s'ils étaient en bonne voie pour avoir une surprise ou pas. Et c'était important pour eux. Donc ça, ce sont les résultats après les actions au restaurant d'entreprise. Donc je vous ai dit sur le diagnostic, je vous ai partagé quelques données et là, c'est vraiment, ça nous permet de voir si on a été efficace ou pas. Là, il y a beaucoup de projets qui peuvent être améliorés parce que bah, à la fin, on ne sait pas si ça a marché ou pas. Et donc là, bah, je montre qu'avec les outils qu'on a utilisés, on est capable de dire vraiment ce qu'on a, si on a été efficace ou pas. Donc on a réduit de 21% le gaspillage alimentaire qui est passé à 38 grammes au lieu de 48. Euh, Deux, alors qu'on était plutôt entre 5 et 10% de gros gaspilleurs, on était à 4% qui gaspillent beaucoup. Donc les gros gaspilleurs, la part a quand même descendu. 79% des clients de l'entreprise, donc des collaborateurs de l'entreprise qui mangeaient là, disent qu'ils parvenaient déjà à réduire leur gaspillage.
Alors que pour cette même question, ils avaient répondu 65% avant qu'ils y arrivaient. Donc la part a quand même largement augmenté de ceux qui ont la sensation qu'ils arrivent à réduire leur gaspillage alimentaire. Et ensuite, 19% déclaraient avoir commencé récemment à réduire le gaspillage alimentaire, contre 6% avant le démarrage des actions. Donc ça montre aussi qu'au fur et à mesure du projet, ils étaient de plus en plus à dire, bah oui, moi aussi, je m'y mets, en gros. Voilà, donc ça c'est les informations, mais bon, des chiffres comme ça, il y en a beaucoup, hein. Je pourrais vous montrer éventuellement si on a le temps et si ça vous intéresse les tableaux de reporting qu'on utilise avec toutes les informations. Et là, moi, j'ai juste pris un échantillon des statistiques qui me semblaient assez intéressantes pour montrer l'effet du projet. Les enseignements, bah clairement, ça se joue sur la motivation et l'implication des acteurs et il faut être sur site. Pour ça, il n'y a pas de secret, hein. Il faut vraiment être sur site, montrer l'énergie positive, montrer que le projet va servir à quelque chose. Et donc le troisième point, et je reviendrai sur celui d'avant, mais il faut que ce soit ludique, il faut que ça donne du sens, il faut pas que ce soit juste du flicage. Donc être sur site, c'est vraiment être moteur, être proactif, aider les gens, vouloir être sûr que bah on comprend ce qui va les aider à agir et les garder motivés. Parce qu'être motivé une journée et bien faire le travail une journée, c'est bien, mais quand on a 2 semaines de diagnostic et qu'après on a une semaine complète d'action, parfois il y en a qui ont fait des programmes sur 4 semaines. C'est du travail hein, de garder tout le monde impliqué. Donc voilà, être sur site autant qu'on peut. Et c'est aussi pour ça que ça coûte cher, ce genre de projet. Le projet doit du coup suivre et partager les résultats au fur et à mesure. Faut vraiment pas attendre la fin du projet pour partager un peu de résultats, avoir le tableau avec le suivi des pesées. Et quand les gens voient que vous êtes là jour après jour, que vous aidez sur le service pour s'assurer que les bons réflexes sont pris à la fois du côté client et du côté service, bah, ça change un peu. Et ça, c'est bien, ils le voient au jour le jour. Et après, pour moi, le message aussi clé, c'est qu'il suffit pas de mettre le poster, de mettre l'image au bon endroit ou d'écrire les résultats. Ce qui compte aussi, c'est d'interagir avec les gens. Donc là, dans ce projet-là, c'est un peu un résultat positif euh, collatéral, non volontaire. C'est que les interviews, c'était vraiment des moments privilégiés pour, en particulier, les discussions avec les ménages pour leur dire bah essayez peut-être de faire ça ou on va essayer tel type d'action peut-être que enfin voilà c'est et puis ça à la fois ça donnait des astuces anti-gaspi mais en même temps ça impliquait les gens fortement donc que ce soit les interviews les temps en classe où on a pu échanger avoir les questions des enfants etc où chacun pouvait se rendre compte que bah c'était en fait un sujet assez intéressant ou carrément les ateliers, soit avec les élèves, soit les ateliers culinaires, bah, ça motive, ça implique, et c'est des temps d'interaction qui, à la fin, font vraiment la différence sur le changement des comportements. Et encore une fois, il y a un biais, c'est certain, parce que les gens qui ont travaillé à la maison, c'était des gens qui étaient intéressés, c'était pur volontariat. Mais ces gens-là ont clairement, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez vu telle et telle action au restaurant, est-ce que vous jugez que c'est une action efficace ou pas, ils ont des réponses positives. Alors que si vous parlez aux personnes un peu lambda avec lesquelles il n'y a pas eu d'interaction avant et qui n'ont pas été impliquées à la maison, bah, il y a beaucoup plus de chances qu'ils aient même pas vu l'action que vous avez mis en place. Donc, impliquer les gens aussi chez eux, c'est une des clés. Comment on fait à moindre coût et efficacement, je sais pas trop, mais là, on me propose bah, une manière de le faire pour des petits échantillons. Voilà, j'arrive à la fin, donc je suis un petit peu en avance, enfin pile poil, et du coup, je peux prendre les questions que vous avez. Bien sûr, il y a la présentation qui vous sera envoyée, et puis vous aurez aussi bah, des informations, mais ultérieurement sur quand est-ce que, enfin sur l'endroit où vous pouvez télécharger les différents outils, etc. si vous le souhaitez. Euh, je regarde dans le chat, parce que pour l'instant, j'ai pas de questions directes. Est-ce que les supports à fiches posters sont téléchargeables? Vous disiez que les outils de projet sont disponibles et vous invitez à les utiliser. Où peut-on les trouver? Donc ça, j'essaierai d'envoyer le lien. En tout cas,
j'enverrai le lien vers la page où ce sera partagé et après, il faut le temps qu'on les finalise. Donc, les outils pour le diagnostic, interview, enquête, etc., ce sera assez rapidement dessus, je pense, là, pendant l'été. En revanche, les outils plus les posters, etc., on va les mettre, mais par exemple, si on reprend le poster où il y a les objectifs, bon, bah, c'est propre au site. On démarrait à 90 et on avait l'objectif d'aller à 45. C'est propre au site. Donc, il sera dessus, mais je ne sais pas si vous pourrez l'utiliser. En tout cas, vous pourrez voir à quoi ça ressemble et dupliquer ça. Euh, Est-ce que vous avez fait des mesures plusieurs semaines, mois après, pour voir si les comportements perdurent? Oui, c'était dans le projet initial. Et il y a la Finlande qui l'a fait et le Portugal. Et en Finlande, les résultats ont non seulement perduré, mais en plus, ils ont continué d'être vraiment très bas. Au Portugal, bah, de toute façon, on n'avait pas vu de résultats, donc les pratiques étaient les mêmes, mais ça changeait pas trop. Et en France, on n'a pas fait parce que bah, l'école, au départ, on avait démarré avec une école et il y a eu des problèmes, on a arrêté, on a dû recruter une autre école et donc on vient juste de terminer la première phase, donc on n'a pas de recul sur l'école en France. Mais effectivement, une fois qu'on est parti, comment ça se passe, c'est la question clé. Et oui, là, moi, mon sentiment, c'est que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère ça de manière permanente sur le site, bah, ça risque de revenir à la normale très rapidement. Et du coup, bah, c'est clairement dans les fiches de poste en fait qu'on va réussir à avoir du changement, intégrer ça dans les fiches de poste. Et donc, bah, en général, c'est quand même avoir des ressources supplémentaires pour être sûr que ce genre de d'activité, de manière de faire perdure dans le temps et soit suivi. Alors en revanche, du côté des ménages, comme on a eu bah, deux interviews de 30 à 40 minutes, comme ils se sont invités deux fois une semaine de pesée, etc., etc., là pour le coup, oui, je pense que les résultats vont durer, mais est-ce que non, on va juste leur demander s'ils continuent et c'est tout. On va pas remesurer trois fois, ça fait trop, c'est trop lourd à gérer. Comment pourrait-on, à votre avis, reconfigurer la surprise promise enfant en échange d'une réduction du gaspillage alimentaire? Alors oui, ça c'est, je sais que c'est pas une méthode d'éducation qui est plébiscitée tout le temps, mais elle marche. Vraiment, elle marche. Quand on a sorti les glaces parce qu'ils avaient atteint leur objectif, ils étaient comme des fous, ils en parlaient. Enfin, c'était un super moment et c'était juste une glace à l'eau, mais il se trouve que c'était la fin de l'année, il faisait chaud, donc ça tombait pile poil. Comment est-ce qu'on peut reconfigurer ça? Sincèrement, je ne sais pas. Bah, des menus, en fait, le principal gain pour les enfants de s'intéresser au gaspillage alimentaire, au-delà d'avoir la sensation de bien faire, etc., c'est quand même de mieux manger. Donc, si on dit que quand on a tel menu, on mange rien, et essayer de voir, sans leur faire manger des burgers et des pizzas, comment on peut améliorer les menus. Mais ça aussi, c'est du travail quand ils sont livrés par des cuisines centrales, c'est un travail monstre de travailler là-dessus. La commission menu, elle fait ce qu'elle peut, mais elle peut pas non plus tout changer. Il y a des enjeux financiers, des enjeux culinaires. Enfin, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas. Au-delà de la récompense, comment on pourrait faire? Moi, pour moi, l'intérêt, il doit être surtout que les enfants soient contents de manger à la cantine. C'est surtout ça et qu'ils voient la différence. Mais c'est compliqué. C'est plus compliqué que simplement offrir une glace qui marche très efficacement. Le webinaire est enregistré, il n'a pas vocation à être publié en revanche. Donc ça, je ne sais pas si je dois vous demander l'autorisation pour le publier à vous participants ou pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Si il n'y a pas besoin, il pourra être publié éventuellement, mais oui, on l'enregistre, mais normalement non, ce sera pas accessible tout de suite. Est-ce qu'on pourra le partager si vous le demandez? Bah, j'espère que oui, mais je peux pas m'engager. J'avoue que je connais pas les critères pour savoir si j'ai le droit de faire ça ou pas. Donc, désolé, j'ai pas de réponse claire là-dessus. Bon, voilà, j'ai fait les questions du chat. Merci beaucoup pour vos questions. Bon, désolé si vous n'avez pas pris la parole, etc. On a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas si vous avez une question, besoin de prendre la parole. Et sinon, encore merci beaucoup.
je ferai en sorte qu'on vous envoie un mail avec les liens promis. Et je vous souhaite de belles actions anti-gaspi. Dans certaines cuisines centrales, les menus les moins appréciés des élèves, c'est sur le chat. Mais vous pouvez prendre la parole hein, si vous préférez. Mais effectivement, une commission menu qui marche bien, on est censé améliorer au fil du temps les menus, etc. Même en cuisine centrale. Et ce qui était intéressant, je me permets, Je vous en la prie. parole, effectivement, c'était l'association de quelques élèves et d'un de leurs parents pour faire évoluer les menus et tester à nouveau ces recettes qui avaient moins bien marché et généraient plus de gaspillage. Donc, voilà. Après, enfin, à la tête de cette cuisine centrale, il y a quelqu'un qui est ultra motivé sur tous les points de la loi Egalim et l'ensemble des enjeux qu'il a en fait. Mais voilà, ça peut marcher. Ça prend un peu de temps d'organisation, mais c'est faisable. Merci. Merci pour le retour. C'est franchement, c'est disons avec le fait de d'adapter les portions et du coup de prendre du temps au service pour les enfants, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on leur sert, comment on fait en sorte que ça leur plaise. Et pour faire en sorte que ça leur plaise, il faut prêter attention à leurs retours, qui sont pas toujours constants, qui vont varier d'un enfant à l'autre ou même d'un jour à l'autre. Ils vont pas vous donner le même retour sur un menu identique. Ça, c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte. Mais malgré tout, quand il y a des récurrences, des redondances, on sait que voilà, le Colin en cube dans sa sauce, il est pas aimé ou alors je sais pas, enfin, certains éléments du menu qui systématiquement on sait qu'on va pas réchauffer toutes les barquettes parce qu'ils vont rien prendre. Bon, il faut essayer d'adapter, c'est important. Et donc, merci Stéphanie de montrer que sur certains sites, ça peut être fait et ça a été fait efficacement. Oui, je voudrais juste poser une question. J'ai pas vu la main. Je vous en prie. Je l'ai posée sur le chat, mais au cas où vous le voyez, la voyez pas. Est-ce qu'il y aura des actions qui sont prévues d'éducation au goût suite à ce type d'atelier, enfin d'action que vous avez faites? Parce que c'est vrai que des élèves, vous êtes face à des élèves qui voudraient manger que des frites et des hamburgers. Finalement, est-ce qu'on va adapter les menus en fonction de ça ou est-ce qu'on va chercher d'où vient ce problème, d'où vient évidemment il y a quand même des gros problèmes d'éducation alimentaire. Et est-ce que ça, votre action, ça va servir aussi à ça? Est-ce qu'il va y avoir un débouché là-dessus après, dans le futur? Voilà. Merci pour votre question. Effectivement, c'est une mission quand on travaille avec les enfants qui est essentielle, cet apprentissage goût et qui est lié aussi à la nutrition, avoir une nutrition équilibrée. Malheureusement, ce projet-là, il a un début et une fin, donc il n'y a pas de suivi, mais je suis complètement d'accord avec vous que travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire, ça a beaucoup plus de sens si en parallèle, on a ce travail-là. Nous, malheureusement, on n'avait pas d'action là-dessus, sauf avec les familles, où là, Mhm. oui, il y a eu un petit peu de travail sur des recettes, quand on a fait de l'atelier culinaire notamment, ou quand on propose des recettes anti-gaspi. Mais après, pour le milieu éducatif, en général, les prestataires en restauration collective ont des nutritionnistes qui peuvent avoir ce type d'animation, mais c'est pas systématique. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit efficace et etc. Je sais pas vous répondre. Mais je suis d'accord, c'est une composante. Enfin, c'est quelque chose sur lequel il faut agir. Juste pour compléter, en fait, le fait de faire travailler les familles en même temps que les écoles, justement, c'est très intéressant parce qu'à mon avis, il faut revenir à ce qui se passe dans le foyer pour comprendre pourquoi les enfants mangent mal, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai que cette double action, c'est le moment, ça serait le moment d'agir vraiment là-dessus. Je sais pas. En fait, les familles que vous avez sélectionnées, les enfants étaient dans les écoles aussi que vous avez sélectionnées ou pas du tout? Non, non, du coup, on a toujours sélectionné les ménages de la même manière. Donc, sur un restaurant scolaire, on demandait les parents des Les enfants qui parents étaient intéressés. volontaires. Donc, en plus, il y avait vraiment un lien direct. Oui. Et donc, ça, oui, c'est vraiment intéressant justement pour l'éducation.
quoi, pour faire Mais le vrai challenge là-dessus, c'est comment on fait pour impliquer l'énorme majorité des familles qui n'avaient pas soit les moyens, soit la volonté, Mm, soit oui, mm, l'appétence pour cette problématique et à travailler à la maison. Quelles sont les activités qui vont être mises en place à la maison sur des familles qui, a priori, sont pas volontaires? Et c'est ça le vrai enjeu. Une famille volontaire, bon, bah, c'est chouette, vous leur apporter des choses à tester, ils vont faire les pesées avec les enfants, ça va marcher. Mais la majorité des familles se sont pas apportées volontaires. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Je me permets de rebondir là, sur cette intervention de Hélène, là, que je partage complètement l'intérêt de l'éducation au goût lorsqu'on veut faire évoluer le gaspillage alimentaire à la baisse, bien sûr, parce que tout ce qui a été mené, soit pendant le temps scolaire, soit pendant les temps périscolaires, qui permettent que les enfants utilisent mieux leurs cinq sens et apprennent à goûter, parce qu'on apprend à goûter, et élargissent leur répertoire alimentaire, montrent leur efficacité en fait sur la réduction de la néophobie, l'élargissement du répertoire alimentaire, la curiosité, l'envie de goûter, etc. La moindre influence par les pairs, c'est-à-dire, voilà, ben, moi, ça me plaît, ce plat, et ben, même si mon copain à côté il n'aime pas, eh bien, j'ose dire que ce plat, il me plaît. Donc, c'est vraiment intéressant à intégrer ça lorsqu'on est dans un projet qui veut sur le long terme réduire le gaspillage alimentaire parce que vraiment les effets sont là. Alors, c'est pas vraiment des actions des activités ou des actions qu'on rajoute. C'est pas une surcharge. C'est une formation de l'ensemble des acteurs qu'on trouve. Bon, là, je suis en train de parler surtout de la restauration scolaire, euh, à, à des, à des postures, à des discours, à des méthodes qui incitent à cette exploration sensorielle. Parce que très souvent, les postures, les discours partent de bonnes intentions. On veut que les enfants goûtent, voilà, parce qu'on sait que goûter, c'est dans un cas sur deux, finalement, manger et donc ne pas gaspiller. Donc les intentions sont bonnes, mais la traduction en posture et discours, elle n'est pas si simple que ça. Elle demande une vraie formation à ce que c'est que cette pédagogie, qui est une vraie, véritable pédagogie, qui est différente de l'éducation nutritionnelle, mais complémentaire. Et ben, ça se travaille en formation, et c'est en général un enchantement pour les équipes parce que ça enrichit considérablement leur travail. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention, mais oui, oui. J'ai vu une question dans le chat sur la motivation qui peut être liée au gain économique si on gaspille moins à la maison. Ce projet n'a pas du tout abordé ça. Dans les motivations, on a juste dit parfois dans les newsletters qu'on a envoyés combien pouvait coûter en moyenne à une famille le gaspillage alimentaire, mais on n'a pas fait du spécifique. Et c'est un levier qui peut être vraiment intéressant. Mais nous, comme les familles et les foyers qui participaient, c'était déjà des gens motivés, c'était pas le levier principal. Dans les interviews, ils faisaient pas ça pour économiser de l'argent, pour réduire le gaspillage alimentaire. L'essentiel, il était ailleurs et dans une démarche plus d'alimentation durable, etc. Et de développement durable. Mais du coup, c'était une minorité de gens et la majorité de gens sera sans doute sensible à ça, mais nous, on l'avait pas développé cet aspect-là dans le projet. Euh, je remercie beaucoup toutes et tous pour votre participation et votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça utile et du coup, bah, on garde la mailing list et quand les documents sont prêts et en ligne, on enverra les liens. Il y a mon contact email dans la présentation et donc n'hésitez surtout pas à demander ultérieurement des choses. Voilà, très belle journée à toutes et à tous et puis bonne réduction du gaspillage alimentaire, bel été. Au revoir.